quelques propos généraux sur le thème de la table ronde. Nous sommes donc dans une logique de libre-échange et l'idée de base, c'est que le libre-échange accroît l'échange. Si on libéralise l'échange, on multiplie les échanges. Et en multipliant les échanges, on crée de la croissance, on crée de la richesse, on crée de la prospérité. C'est le substrat de tous les accords de libre-échange, et celui qui est en train d'être négocié avec les États-Unis est tout à fait dans cette veine. Et finalement, les droits de l'homme de la deuxième génération, les droits de l'homme de la troisième génération, dont le droit à l'alimentation, ne viennent qu'après et ne viennent qu'avec. C'est-à-dire que l'idée qui fait la base de ce que l'on a appelé le consensus de Washington, c'est de créer les conditions de la prospérité générale grâce au libre-échange. Le reste suivra. Tout suivra avec. Nous aurons donc les conditions matérielles avec la prospérité créée par le libre-échange pour alimenter les populations. C'est donc le substrat de l'idéologie libre-échangiste. Et finalement, vous voyez que les droits de l'homme, et dont le droit à l'alimentation, ne vient qu'avec le libre-échange et qu'après le libre-échange. Et je vous invite à lire, si vous êtes intéressé par cette problématique, le dernier ouvrage de Mohamed Salah, qui s'appelle « L'éruption des droits de l'homme dans l'ordre économique international » 2012, et qui, remarquablement, étudie cette problématique. Alors, avec le programme LASCO, on est dans l'idée d'un renversement de perspective, l'idée de conditionner le libre-échange au respect des droits de l'homme, l'idée d'indexer le libre-échange sur le respect des droits de l'homme. Alors bien sûr, les difficultés sont gigantesques, c'est remonter à contre-courant, un fleuve d'une puissance inouïe, c'est contrecarrer l'idéologie dominante, c'est porter atteinte à l'intérêt très concret des États les plus puissants, notamment les États-Unis, et de leurs entreprises, car il ne faut pas dissocier l'État des entreprises qui ont sa nationalité, sachant que, pour l'anecdote par exemple, le ministre américain de l'Agriculture s'était adressé à son homologue argentin à l'occasion de discussions entre États, à la suite d'un projet de loi de l'Argentine visant à interdire les OGM dans certaines parties des OGM. Le ministre américain disant à son homologue « Si vous attaquez Monsanto, vous vous attaquez aux États-Unis ». Donc, une diplomatie de combat, une diplomatie économique de combat, et donc vous voyez ici que le travail est bien entendu colossal. Alors, les produits agroalimentaires, les produits alimentaires ne sont bien entendu pas des produits comme les autres, et si l'on creuse un peu, je pense que le libre marché est certes un dogme, certes une idéologie, mais c'est aussi un moyen, tout simplement, pour atteindre des objectifs. Et on utilise ce moyen lorsqu'il fonctionne, ou lorsque l'on pense qu'il va fonctionner, mais on est tout à fait prêt aussi à utiliser d'autres moyens si les intérêts vont dans ce sens-là. L'exemple type, c'est les aides publiques. Les aides publiques sont par définition une distorsion de concurrence. Et elles sont massivement utilisées dans le domaine agricole, par les États-Unis, par l'Europe, etc. Donc il y a des accords spéciaux, il y a des encadrements des aides publiques, mais on voit bien que la solution libérale, le marché, n'est pas utilisée en permanence à tous les niveaux. On introduit nécessairement des exceptions lorsque l'on pense qu'il faut les introduire. Donc, le libre marché, c'est à la fois un dogme, une idéologie, mais c'est aussi un moyen dont on peut se passer lorsqu'on y a intérêt. Donc, d'une certaine manière, ça peut relativiser l'idée que nous sommes ici face à un colosse monstrueux, un léviathan moderne, contre lequel on ne pourrait rien. Alors, l'idée qui est portée par le programme LASCO est particulièrement pertinente. C'est l'idée qu'il y a une voie moyenne entre les marchandises dans le commerce et les marchandises hors commerce.
il y a des marchandises qui doivent avoir un statut particulier en raison de leur finalité particulière. Les produits agroalimentaires ont une finalité particulière qui n'est rien moins que la vie. Et donc, il y a bien entendu, et c'est l'une des propositions les plus intéressantes de l'ASCO, l'idée que la finalité du produit, ici le produit alimentaire, impose un régime spécial, un régime dérogatoire du droit commun. Alors, le parallèle est fait avec les biens culturels et avec l'exception culturelle. Et effectivement, on a une exception culturelle qui marche ou qui ne marche pas. En tout cas, elle existe et je crois savoir qu'elle a quand même sauvé en partie la production française télévisuelle et cinématographique. Pourquoi ne pas transposer cette exception au domaine alimentaire? C'est d'autant plus pertinent que tout le monde aime la culture. Nous allons tous au cinéma, nous lisons des romans, nous visitons des musées. Mais on peut très bien vivre sans. Nous serions moins intelligents, sans doute moins cultivés. Mais en réalité, la culture, c'est un besoin secondaire. La culture est véritablement un besoin secondaire. On pourra en discuter, monsieur. C'est un besoin secondaire, je dis ça d'autant plus que je vénère la culture et c'est un indice de civilisation. Mais on ne peut pas placer sur le même plan, en termes de besoins, je vous invite, je l'ai déjà dit dans un colloque, à relire les travaux du psychologue Maslow, on ne peut pas placer sur le même plan, en termes de besoins physiologiques, de besoins humains, l'alimentation, qui est un besoin primaire, et la culture, qui est un besoin secondaire. Alors, il y a plein d'instruments. Ils ont déjà été abordés. L'ordre public en est un potentiel. Mais il y a, comme l'a dit Clotilde, un effet pernicieux à l'ordre public, dans la mesure où l'ordre public est classiquement, que ce soit en droit interne ou en droit international, conçu comme une exception. Et si l'on fait de l'agroalimentaire ou de l'exception alimentaire une exception au sens strict du terme, c'est-à-dire une exception au libre-échange, notamment dans le cadre des accords de l'OMC, on tombe dans un effet pervers. C'est donner à la protection de ce genre de produit un effet au sens strict exceptionnel. Donc on est dans l'exceptionnel. Donc l'exception, excusez-moi de l'évidence, renvoie à ce qui est exceptionnel, ce qui ne remet donc pas en cause le principe même du libre-échange. Donc l'idée, c'est effectivement, comme le propose l'ASCO, de faire une forme d'accord intégré. Une forme d'accord intégré et de dissocier l'ordre public tel qu'on l'entend habituellement, l'ordre public d'exception, et un régime impératif. Un régime impératif qui s'impose et qui prévoit un régime dérogatoire, spécifique, je dirais même, spécifique aux produits agroalimentaires. Donc c'est sortir en quelque sorte le commerce de ces produits des règles de droit commun issues du libre-échange pour les soumettre à des règles spécifiques, spéciales, en fonction de leur finalité particulière. Alors bien sûr, les difficultés sont immenses, et notamment les difficultés d'articulation entre les accords qui sont proposés, enfin l'accord qui vient de la Charte de la Havane et qui est proposé par le programme LASCO, l'articulation entre cet accord proposé et d'autres accords et l'articulation avec le droit international général. Alors la dernière idée que je voudrais développer, c'est la place des entreprises, parce que finalement, on a parlé des entreprises tout à l'heure en parlant du lobbying qu'elles exercent, les industriels, notamment les semenciers. J'ai pu lire que 70% du commerce mondial des denrées alimentaires était entre les mains de multinationales. Donc on a ici très majoritairement un commerce qui est entre les mains de grandes entreprises, d'entreprises puissantes, ce qui veut dire que le libre-échange qu'on nous vante ne renvoie pas nécessairement une logique de
concurrence pure et parfaite, de logique de marché pur. Les économistes disent qu'il y a deux formes d'échange. La première qui est basée sur le marché et l'autre qui est basée sur l'organisation. Et donc là, on a ici l'idée que le libre marché mondial tel que on nous le présente n'est pas nécessairement le fait d'un ajustement naturel de l'offre et de la demande. Et il y a la financiarisation dont on a parlé tout à l'heure, il y a le poids des multinationales. Donc ici, en l'absence d'un droit de la concurrence internationale, on ne peut qu'être renvoyé aux droits de la concurrence régionaux et européens. Et là, je plaiderais véritablement pour l'émergence d'un droit international de la concurrence qui aurait ici un objet considérable qui serait de lutter contre les pratiques anticoncurrentielles, notamment les abus de position dominante, qui peuvent être commis par ces entreprises. J'ai prononcé le nom de Monsanto, elle n'est bien sûr pas la seule, mais même si elle est tout à fait emblématique. Le droit de la propriété intellectuelle aussi, nécessairement, qui est un droit du monopole. Un droit du monopole détenu par des entreprises multinationales et qui gagne naturellement à être finalisé avec l'idée que le régime des médicaments pourrait être un modèle tout à fait utile dans cette perspective. Donc on a tout un tas d'instruments et j'en terminerai en vous disant que finalement on veut tous le bonheur de l'humanité. Tous ici, nous voulons le bonheur de l'humanité. Pourquoi le voulons-nous? Sûrement par idéalisme, parce qu'on considère qu'il faut, par exemple, lutter contre la faim. Par idéalisme, oui, mais ça ne suffit pas pour faire évoluer les mentalités. Et il y a cette idée qui est défendue par un collègue belge, Philippe Coppens, qui est un philosophe du droit, l'idée d'un alter-égoïsme. L'idée que si l'on veut finalement améliorer la situation présente par solidarité, c'est-à-dire par prise en compte de l'intérêt de l'autre, ce n'est pas par idéalisme, ce n'est pas par naïveté, ce n'est pas parce que l'on croit que cela est bon moralement. C'est aussi pour préserver ses propres intérêts. Si l'on veut aider l'autre, c'est par égoïsme, c'est parce que l'aide à l'autre, la solidarité faite à l'autre, répond à ses propres intérêts. C'est l'alter-égoïsme dans la mesure où si l'on aide l'autre, c'est aussi pour préserver des situations, pour faire en sorte d'améliorer sa situation présente. Donc, l'idée, elle est aussi valable et étendable à d'autres domaines, la protection de l'environnement, etc. L'idée, c'est que notre discours, c'est un discours humaniste, c'est un discours dicté par la morale, mais c'est aussi un discours qui sert des intérêts très concrets, qui sert des intérêts égoïstes, les nôtres, et c'est aussi cette idée de solidarité qui fait que par la solidarité, on a un mélange des intérêts, les intérêts individuels, les intérêts collectifs.